On va pouvoir passer maintenant la main à Sylvie Lacasio qui va nous parler des troubles posturaux et des algies chroniques pelvipérinéales avec notamment le rôle du podoposturologue. Je fais une parenthèse, on me pose parfois la question. La deuxième partie est pas mal axée sur la thérapie manuelle parce qu'il y a des kinés qui me demandent est-ce qu'on va monter un petit peu plus haut, donc on va monter sur l'épaule, etc. Donc soyez patients. En tous les cas, pour l'instant, je donne la parole à Sylvie. Sylvie, tu peux t'exprimer? Merci. Parfait. Ça va pour le son, vous m'entendez bien? Et on voit bien aussi. Ok, c'est parfait. Donc moi, je suis podo-posturo également. J'ai un DIU de posturologie clinique et un DU prise en charge de la douleur. Donc sans transition avec ce que Jean-Philippe vient vous exposer, moi, je vais vous parler des algies chroniques du pelvis et du périnée et du rôle que peuvent avoir les podologues formés à la posturologie dans leur prise en charge. Donc ces douleurs, elles sont encore trop mal connues du corps médical et paramédical, ce qui retarde considérablement leur diagnostic et leur traitement. Je précise avant de commencer aussi qu'on abordera ici que les situations fonctionnelles, c'est-à-dire quand il n'y a pas de pathologie d'organes ou de lésions organiques identifiées. Alors, ces douleurs pelviennes et périnéales, je vais juste me mettre un petit pointeur laser pour pouvoir vous montrer. Ok. Donc, ces douleurs pelviennes et périnéales chroniques, elles peuvent être déjà liées à des névralgies, soit d'origine sacrée, comme on peut voir ici en haut à gauche, et c'est le cas des névralgies pudendales ou clunéales inférieures, soit d'origine thoracolombaire ici. Donc, ce sont des douleurs typiquement neuropathiques au sens du DN4, à type de brûlure, de picotement, de fourmillement ou encore de décharge électrique. Pardon. Et vous pouvez voir que chaque nerf aura une topographie douloureuse différente. Par exemple, pour le nerf pudendal, ici, on va avoir une douleur qui va concerner la région qui va de l'anus à la verge en épargnant les testicules chez l'homme ou de l'anus au clitoris en épargnant la grande lèvre chez la femme. Alors que pour la névralgie, par exemple, ilio-inguinale, la douleur concernera, je ne vois pas bien ici, mais ce n'est pas grave, la région pubienne, le testicule ou la grande lèvre, l'urètre proximal et le pli inguinal. Alors, quels sont les conflits possibles qui limitent la mobilité du nerf ou qui l'étirent et qui créent ces névralgies? On peut avoir des syndromes canalaires. Alors, je retrouve mon petit pointeur, il est là. Syndrome canalaire, par exemple, au niveau du canal d'Alcock, pour le nerf pudendal, ou de pince ligamentaire, ici, entre le ligament sacro-épineux et le ligament sacrotubéral. On peut aussi avoir des phénomènes de compression musculaire. Ici, on peut voir, par exemple, pour le nerf pudendal, et c'est aussi le cas pour le clunéal inférieur, qu'une compression du piriforme peuvent les irriter. Les nerfs issus de la charnière thoracolombaire peuvent aussi être comprimés au cours de leur trajet dans différents défilés musculaires. Et enfin, ces nerfs de la charnière thoracolombaire peuvent être victimes aussi d'un conflit disco-radiculaire qui est décrit dans le syndrome de Meigne, et conflit disco-radiculaire au niveau T12L1 ou L1-L2. Aussi des syndromes myofasciaux qui sont décrits par Travell et Simons au niveau de la paroi abdominale ou du périnée ou de certains pelvitrocantériens peuvent référer des douleurs pelvipérinéales. Aussi des spasmes musculaires peuvent être à l'origine de ces douleurs-là. Par exemple, l'hypertonie du releveur de l'anus peut être mécaniquement responsable de coccygodynie, donc de douleurs au niveau du coccyx, de dyspareunie, c'est-à-dire de douleurs à la pénétration, ou encore de dysurie. Ce sont des difficultés à uriner. Donc on s'aperçoit que les problématiques musculaires, articulaires, canalaires peuvent générer localement ou à distance des douleurs pelviennes et périnéales chroniques. C'est pour ça que parmi d'autres composantes, la démarche clinique va chercher à identifier et à traiter les troubles de la statique pelvienne et générale et les problématiques musculaires. Et en tant que professionnel de l'appareil locomoteur, tous ici, on sait que ces troubles musculo-squelettiques sont subordonnés à l'existence du trouble postural. En 2018, j'ai réalisé avec le Centre fédératif des pathologies pelviennes et périnéales de Nantes
une étude prospective sur l'incidence des troubles posturologiques chez les patients qui présentent ces douleurs en les comparant à une population témoin. L'examen reposait sur 5 tests, donc la recherche d'un syndrome de la charnière thoracolombaire, la recherche de syndromes myofasciaux au niveau du diaphragme pelvien, le test de stabilité unipodale donc pour investiguer la stabilité pelvienne, l'analyse biomécanique de la translation pelvienne pour voir si on retrouvait des dysfonctions proprioceptives au niveau de l'arc inférieur, et l'épreuve posturodynamique pour évaluer le tonus paravertébral et la biomécanique du rachis. Et il s'est avéré que les patients présentaient de façon significative et sur tous les tests plus de troubles posturaux que les patients témoins, que les sujets témoins, pardon. Et d'ailleurs, depuis, les algologues de ce centre fédératif se sont ouverts à l'étude posturale dans leur examen clinique. Alors, je vous présente un test que nous, on utilise systématiquement lors de nos bilans podoposturaux et qu'on a utilisé dans l'étude. Ce test, c'est le test de stabilité pelvienne en unipodal. Il a pour objectif d'évaluer la stabilité pelvienne. Donc, le praticien pose ses pouces sur les épines iliaques postéro-supérieures du patient et il porte son regard sur la ceinture scapulaire, puis sur la ceinture pelvienne. Le patient reçoit la consigne de lever son pied vers l'arrière, le genou est fléchi à 90 degrés et il maintient la position pendant 10 secondes. Et physiologiquement, quand la stabilité pelvienne est efficiente, on doit observer une élévation du bassin du côté du pied levé et un maintien de la position de la ceinture scapulaire. Alors, Villeneuve et ses associés ont décrit 4 grades pour évaluer l'importance de la déficience des chaînes stabilisatrices, ce qui nous permet, nous, en pratique, de mieux évaluer l'instabilité pelvienne et aussi son évolution au cours de notre traitement postural. Alors, dans notre étude, c'est sur la base de ce test qu'on a retrouvé plus d'instabilité pelvienne, je vais y arriver, chez les patients que chez les témoins. On sait que cette stabilisation pelvienne est un prérequis postural indispensable pour le maintien du rachis et aussi pour le maintien à l'horizontale de la tête et de ses capteurs. Et si cette stabilisation n'est pas assurée par les stabilisateurs latéraux du bassin, elle le sera en compensation par d'autres groupes musculaires et notamment par les muscles du diaphragme pelvien. Donc, la perturbation du tonus d'un ou de plusieurs de ces muscles va générer des asymétries pelviennes, statiques ou dynamiques, des compressions neurales, voire des syndromes myofasciaux. Mais aussi, l'instabilité pelvienne induit un déséquilibre postural global, pouvant générer des adaptations plus hautes et participer, par exemple, à un dérangement intervertébral mineur de la charnière thoracolombaire qui pourrait être à l'origine d'un syndrome de Meigs. Alors, ces répercussions, elles sont déjà connues, et certains auteurs, comme Bonneau, recommandent un examen attentif de la stabilité du bassin en station monopodale dans le cadre des douleurs pelviennes et périnéales. On a aussi étudié la présence de dysfonction du quadrilatère pelvipédieux avec ce test, l'analyse biomécanique de la translation pelvienne que vous pourrez voir à l'image. Donc, cette manœuvre vise à translater passivement le bassin du patient et observer une rotation contralatérale associée. Cette réponse physiologique peut être absente si les boucles sensitivo-motrices sont perturbées. Et elles peuvent l'être, entre autres, vraiment entre autres, parce qu'il y a plein de cas de figure, par une dysfonction articulaire, ou une dysmorphose podale, ou encore une épine irritative d'appui plantaire. Et ces dysfonctions entraînent un déséquilibre statique et tonique au niveau de la musculature du bassin et de l'appareil locomoteur en général. Ces asymétries, elles sont déjà explorées dans les consultations d'algologie, mais c'est vraiment après notre rôle, podo, mais aussi ostéo, kiné, de les prendre en charge au mieux. Dans cette étude, on a retrouvé aussi significativement plus de syndromes myofasciaux au niveau du diaphragme pelvien, toujours chez les patients par rapport au sujet témoin. Au niveau musculaire, on a exploré le releveur de l'anus, le piriforme et l'obturateur interne. Alors, on sait que ces syndromes myofasciaux concernent plutôt les muscles utilisés pour maintenir la posture du corps, et particulièrement au niveau de la ceinture pelvienne. Et en cas de dérèglement postural,
Le jeu tonique de ces muscles peut être dépassé et créer des phénomènes de fatigue et d'hypoxie musculaire. D'ailleurs, plusieurs auteurs ont déjà proposé que le syndrome myofascial est la conséquence d'un surmenage musculaire et de postures déséquilibrées. L'épreuve posturodynamique nous a permis de déceler chez les patients une majorité d'hypertonie paravertébrale systématisée, donc qu'elle soit généralisée ou latéralisée. Et justement, ces hypertonies systématisées résultent d'un processus d'hyperexcitabilité centrale. Et ce processus d'hyperexcitabilité centrale, on le retrouve, et ça se retrouve dans les études très fréquemment, dans les douleurs chroniques et les pathologies neurofonctionnelles chroniques. La thérapeutique posturale, notamment par les neurostimulations plantaires dont vous parlez Philippe tout à l'heure, permet la modulation du tonus. Et on peut aisément, avec les semelles à visée posturale, amener un patient en hypertonie systématisée à un schéma localisé ou physiologique. Ça, nous, podo, surtout quand on est formé en posturologie, on l'expérimente tous les jours dans nos cabinets. Un petit peu moins en ce moment. Donc, en conclusion, pour participer en tant que podologue à la prise en charge des patients souffrant de douleurs pelviennes et périnéales, il est important de travailler en transdisciplinarité avec le patient, le médecin traitant, l'algologue, le kinésithérapeute, l'ostéo, le psychologue, et de communiquer entre nous. Évidemment, le traitement postural ne doit être entrepris qu'après un diagnostic médical très strict et l'élimination de toute pathologie ou lésion organique. On doit, pour les prendre en charge, bien connaître l'anatomie et la physiopathologie des douleurs pelvipérinéales et savoir identifier les drapeaux rouges. Et enfin, il faut vraiment mener notre bilan et notre traitement postural en utilisant toutes les ressources cliniques thérapeutiques, sachant que les semelles à visée posturale sont un moyen efficace à long terme pour remédier à ces troubles posturaux qui sont fréquemment associés donc, aux douleurs pelvipérinéales. Voilà, je finis cette présentation en vous présentant un cas clinique. Donc, c'est un jeune homme que j'ai eu il y a 3 ans, Lucas, il avait 24 ans, étudiant en STAPS. Au niveau de ses antécédents, il avait eu des entorses sur les 2 chevilles et à l'âge de 17 ans, une arthroscopie pour ablation partielle de cartilage sur le genou gauche, suite à un trauma au foot. Sa symptomatologie, il a des lombalgies anciennes et très fluctuantes. Elles ont commencé dans l'enfance quand il a justement commencé à pratiquer le foot. Il a une gonalgie gauche en flexion prolongée depuis son trauma. Et depuis 5 ans, il a une douleur neuropathique, vraiment neuropathique au sens du DN4, du questionnaire, sur la face latérale de cuisse gauche, au niveau de l'aine gauche et au niveau du testicule gauche. Il a aussi en parallèle une sensation douloureuse d'oppression thoracique et des tensions cervico-scapulaires. Du coup, par rapport à ces douleurs inguinales et testiculaires, il a bénéficié d'une consultation au Centre fédératif des pathologies pelvipérinéales et l'algologue qu'il a vu ne lui propose pas de traitement médicamenteux, malheureusement pas la poursuite non plus de la kinésithérapie qui a montré trop peu d'efficacité jusque-là. Elle lui propose en revanche une infiltration au niveau de la charnière thoracolombaire et un traitement podo-posturaux. À l'examen, je ne vous mets pas tous les éléments de l'examen, juste l'essentiel pour comprendre, on retrouve une rotation gauche des ceintures, une déficience posturale systématisée latéralisée quand on fait l'épreuve posturodynamique, une dysfonction podopelvienne gauche lors du test biomécanique de translation pelvienne et une instabilité pelvienne gauche de grade 2. Je lui trouve aussi des épines irritatives d'appui plantaire sous les premières têtes méta, bilatérales, et tous les signes d'un syndrome de Meigne en rapport avec un dérangement intervertébral T12L1 gauche. Donc, je lui réalise des semelles à visée posturale avec des barres antérieures de 1 mm, des éléments antéro-internes de 3 et une barre médiane gauche de 1 mm. Je le revois à 3 mois. Il a eu entre-temps une infiltration donc, de la charnière thoracolombaire et il n'a plus de douleur. Et rapidement, même il a eu, je tiens à le signaler quand même, il a eu une nette amélioration avant même l'infiltration qui a
définitivement stopper la douleur. Donc plus de douleur, sauf un genou gauche qui reste un petit peu sensible s'il fait pas mal de sport. Comme il est en STAPS, il pousse un petit peu. Je le revois ensuite un an plus tard, parce qu'il a perdu ses semelles en fait, et justement, depuis 4 ou 5 jours, il ne porte plus ses semelles depuis 2 semaines, depuis 4 ou 5 jours, il a des douleurs qui réapparaissent au niveau lombaire gauche et au niveau de la fosse iliaque gauche. On refait des semelles, nouvelle mise en place, la situation revient vite à la normale et c'est pérenne depuis 18 mois. Voilà, je vous montre qu'un cas clinique parce que j'avais peur d'être un petit peu, de prendre trop de temps. Donc voilà, c'était court, hein, mais j'espère que ça vous donnera envie de vous intéresser aux douleurs pelviennes et péridéales et à leur analyse, à leur prise en charge, parce que je répète, ce n'est pas encore suffisamment considéré. Voilà, c'était juste une illustration des applications cliniques en posturologie parmi bien d'autres, et notamment ici sur le thème de la douleur chronique. Je vous remercie et j'attends vos questions. Merci beaucoup, Sylvie. Est-ce que pour toi, une instabilité pelvienne peut être liée à des dysfonctions ou à un manque de mobilité plus haut, c'est-à-dire au niveau viscéral, thoracique, crânien? Alors, il peut effectivement y avoir des liens, déjà par le biais de l'innervation, et justement, on a les outils cliniques pour réussir à dissocier ces problématiques viscérales ou musculaires plus hautes des chaînes stabilisatrices déficientes. Et du coup, on fera notre plan d'appareillage en fonction de ce qu'on a retrouvé. Mais oui, l'instabilité pelvienne peut être liée à d'autres facteurs. Il y a des petites questions sur le cas clinique que tu as présenté. Pourquoi une infiltration au niveau T12 et L1? Oui, Oui, vas-y. Eh bien, en fait, la recherche du syndrome de la charnière thoracolombaire est hyper fréquent en algologie et surtout par rapport aux douleurs pelviennes et périnéales parce que les nerfs qui viennent de la charnière thoracolombaire donnent des douleurs assez précises et notamment testiculaires. Et donc, ce syndrome, il est toujours recherché. Et en algologie, l'infiltration est très utilisée. On infiltre sur des conflits disco-radiculaires, on infiltre aussi beaucoup en musculaire, hein, même sur des syndromes myofasciaux. Donc, ce sont encore des techniques algologiques qui sont très, très utilisées. Et donc, ça a été fait parce que tous les signes d'un syndrome de Meigne étaient présents. Alors, une question qui revient souvent, en plus je sais qu'il y a pas mal de kinés qui s'interrogent souvent là-dessus. Est-ce qu'un patient avec ce profil, est-ce qu'il est condamné à avoir des semelles à vie? Eh bien, peut-être que mes confrères me suivront là-dessus ou pas. Quand on fait beaucoup de sport, hein, chez les grands sportifs et notamment chez les footballeurs, les épines irritatives d'appui plantaire ne sont pas faciles à remédier, ne sont pas faciles à déloger. Donc, par exemple, chez ce patient, rapidement, l'instabilité pelvienne a été remédiée. Mais il y a les épines irritatives d'appui plantaire qui seront plus longues à traiter. Et il y a aussi une compensation autour d'une pathologie organique, même si elle est mineure, mais autour d'une ablation partielle de cartilage sur le genou gauche, qui amène forcément des adaptations et des compensations posturales. Donc ce patient-là, il aura peut-être des semelles longtemps, effectivement. Alors, une dernière question, parce que j'adore avoir un public interpro comme ça. Il y a des ostéos qui en fait posent la question à savoir, OK, dans la coordination du soin, qu'est-ce qui est le plus optimal pour le patient? C'est-à-dire, il faut attendre combien de temps après modification, par exemple, des semelles pour retourner voir l'ostéo? Ou à l'inverse, une fois la manipulation ostéo, combien de temps il faut attendre avant que le posturo revoie le patient? Alors là, je vais parler en général, hein, pas seulement dans le cadre de ces douleurs-là, mais on aime bien tenir le discours qu'il y a un délai raisonnable d'1 mois entre les 2 consultations. Le temps, nous, une fois qu'on met en place les semelles, de l'intégration des informations, qui prend 4 à 6 semaines, voilà. Et puis, je pense que c'est pareil pour l'ostéo. On voit rarement des ostéopathes qui font 2 consultations rapprochées d'une semaine. Il y a souvent un délai, en général, d'1 mois, parce qu'il y a encore plein de choses qui travaillent après la séance. Donc, je pense qu'1 mois est un délai raisonnable. Bon, merci beaucoup, en tous les cas, Sylvie. Merci à vous.